Bien, mesdames et messieurs, le quart d'heure habituel réglementaire d'attente étant épuisé, nous allons commencer les débats. Certains d'entre vous vont nous rejoindre, je pense, au cours de la matinée ou de la journée. Bien évidemment, bienvenue, monsieur le député Éric Pouillat, bienvenue, monsieur le conseiller à la justice du ministre de l'Intérieur, bienvenue, madame la directrice de l'IGPN, chère Marie-France Monégé, bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce colloque qui a pour objet aujourd'hui d'organiser la restitution finale de cette recherche entamée déjà depuis 2 années au sein de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, recherche intitulée Canalex, recherche conduite en partenariat avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Je salue la présence de son directeur Julien Morel-Darleux. Et par ailleurs, recherche conduite aussi avec le soutien du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Je salue le directeur général Olivier Caron. Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements chaleureux aux différents chercheurs qui ont participé à cette étude de grande rigueur. Remercier les attachés de sécurité intérieure, des acteurs essentiels lorsqu'on conduit ce type d'études, comme les magistrats de liaison qui les ont aidés à identifier un certain nombre d'acteurs clés qui ont participé au succès de ces travaux. Même si l'ensemble des interlocuteurs rencontrés à l'occasion de cette recherche n'ont pu se rendre à Paris pour se joindre à nous ce matin, qu'ils soient remerciés au nom de l'Institut pour leur disponibilité, mais aussi pour s'être prêtés à l'exercice toujours fastidieux de l'entretien. Ce rapport de recherche, le rapport qui va donc vous être présenté, sera traduit en anglais et en espagnol et transmis aux 3 États concernés afin que la connaissance scientifique soit diffusée le plus largement possible. C'est une des missions essentielles de notre Institut. Je remercie également un ancien président de la MILT, cher Étienne Appert, de sa présence, et bien entendu aussi Madame Saint-Oyen, nouvelle directrice générale de la MILDECA, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présente aujourd'hui en ces lieux. Enfin, bienvenue et merci à Laura Darigo, conseillère diplomatique de la MILDECA, présidente du conseil d'administration de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, qui prendra tout à l'heure la parole pour clôturer cette demi-journée. Il me revient donc de l'ouvrir. Venons-en à notre recherche. Si l'analyse des expériences de régulation de cannabis en Amérique du Nord et en Uruguay se révèle riche d'enseignements, il me semble important de préciser que cette étude n'abordera pas le cas de la France, ni directement ni indirectement. Elle n'entend donc pas dessiner les linéaments d'une nouvelle régulation à la française. Le projet Canalex a pour ambition de livrer une analyse scientifique de l'origine, de la conception, de la mise en œuvre, de l'évaluation des politiques publiques de régulation du cannabis élaborées par l'Uruguay, le Colorado et l'État de Washington. Cette étude, qui a débuté en 2015, se veut la plus objective possible. Elle ne saurait être définitive, elle ne choisit pas un modèle contre un autre. Elle a pour objectif d'aider à sortir, si possible, des polémiques habituelles, souvent stériles, sur le cannabis. Elle invite, par sa dimension comparatiste, à faire un pas de côté, ce pas de côté parfois si nécessaire à la réflexion, à faire un détour par l'étranger, pour regarder, revisiter nos pratiques, nos débats, nos représentations. L'INAJI se veut un lieu de débat, un lieu d'anticipation, un pont entre divers ministères, entre le monde de la sécurité, le monde de la justice, le monde de la santé et des affaires sociales. Il se veut aussi un pont entre la recherche fondamentale et la dimension opérationnelle de l'action publique. Ce colloque de restitution d'une étude complexe sur un sujet sensible est une parfaite illustration de la stratégie que nous entendons désormais conduire. La régulation du cannabis est en effet un sujet compliqué vers lequel nous ne pouvons aller avec quelques idées simples. Un sujet qui soulève avec la même acuité des questions sanitaires, sécuritaires, judiciaires. La régulation interroge la place que toute société accorde à la santé et à la sécurité publique. Je rappelle toutefois que cette substance, le cannabis, figure toujours au tableau 1 des stupéfiants prohibés en vertu de la Convention unique internationale de 1961. Quels que soient donc les schémas de régulation choisis par les États, lutter contre les trafics illicites demeure une priorité de l'action publique.
Outre-Atlantique, vous le savez, l'arsenal répressif s'est accru à partir des années 70. Et vous avez tous en mémoire la déclaration de Richard Nixon appelant à la guerre contre la drogue. Stratégie plus tard renforcée sous la présidence de Ronald Reagan, avec comme objectif principal la réduction de l'offre. Des travaux de recherche et de nombreux, je dirais même la majorité des dirigeants politiques, ont depuis montré que cette guerre s'était soldée par un échec cuisant. Elle a engendré de nombreux effets pervers, notamment à travers une logique carcérale qui a eu pour effet le ciblage systématique de minorités, à tel point que l'on parle aujourd'hui aux États-Unis d'une nouvelle forme de production de la ségrégation par la prison. Cette guerre s'est aussi militarisée. Elle a mobilisé des moyens financiers considérables, mais la production mondiale de stupéfiants a continué d'augmenter. Et pire, le démantèlement de réseaux mafieux, criminels, par les États, a parfois contribué, consciemment ou pas, au renforcement des cartels concurrents. Une remise en question d'une telle stratégie, une approche rationnelle, apaisée, objective, se faisait donc depuis longtemps attendre. Cette recherche ambitieuse s'est déroulée sur 2 années, vous disais-je, il y a quelques instants. Elle a permis de dégager des tendances et bien évidemment, je laisse le soin aux chercheurs de détailler les principaux résultats, mais à ce stade, je retiens 4 lignes force. Premier point, les processus qui ont conduit à la légalisation diffèrent selon les États. On distingue l'approche du bas vers le haut, bottom-up, aux États-Unis, portée par des acteurs de la société civile et qui a débouché sur une approbation par la voie populaire, le référendum. Au contraire, le gouvernement uruguayen a fait preuve de son côté de volontarisme politique. La légalisation a été décidée par le haut pour être imposée au bas dans une approche top-down, au rebours de l'opinion publique. Deuxième constat, après 2 années de légalisation dans les États du Colorado et de Washington, on observe une hausse des prévalences d'usage parmi les adultes et l'émergence de nouveaux problèmes sanitaires, et notamment, par exemple, le cas d'hospitalisation liés à des intoxications cannabiques. Troisième constat, les effets économiques et fiscaux apparaissent contrastés, significatifs au Colorado et dans l'État de Washington, par opposition à l'Uruguay, qui s'est peu préoccupé du levier de la fiscalité et où l'objectif principal était de neutraliser le marché noir. Enfin, en ce qui concerne la criminalité, les premières répercussions sont faibles et marginales, et les marchés illicites perdurent. En revanche, concernant le domaine régalien de la sécurité et de la justice, et dans une vision strictement gestionnaire, il faut souligner l'impact effectivement des légalisations, de la politique de légalisation, puisque les forces de police peuvent être redéployées sur des domaines qui effectivement présentent en termes de politique publique peut-être pour l'État à un moment donné plus d'importance, et on assiste bien entendu du côté de l'institution judiciaire à une réorientation, pour reprendre un terme du judiciaire, des ETP sur des contentieux qui ne sont pas les contentieux de masse liés à l'usage, la consommation, la détention de produits stupéfiants, cannabis en tout cas. Donc des résultats contrastés, des résultats difficiles à analyser lorsque l'on veut poser le problème de façon manichéenne et caricaturale pour ou contre la légalisation, oui ou non, blanc et noir. Vous voyez qu'effectivement, le débat qui s'annonce va mériter subtilité pour intégrer la complexité de cette étude. En tout cas, depuis le début de ces travaux, de nouvelles initiatives de légalisation ont vu le jour outre-Atlantique. Ce sont désormais 8 États nord-américains qui autorisent le cannabis récréatif et 29 qui encadrent le cannabis médical, soit 65 millions d'Américains concernés par ces politiques. Les réformes sont soumises à des ajustements réguliers, permanents, et cette étude n'entend pas épuiser le sujet. Elle appelle, à mon avis, au contraire, de nouvelles recherches, en convoquant sans doute d'autres disciplines universitaires, pour mieux saisir, à partir de ces premiers constats, les effets de long terme, les jeux d'acteurs, les impacts économiques et sociaux de la légalisation, autant que la portée politique de la légalisation, et j'entends par politique l'organisation de la cité, que la portée anthropologique de la légalisation, j'entends là le rapport de tout citoyen à l'interdit. Ce débat, bien entendu, n'est pas le monopole des pays outre-Atlantique, il concerne l'Europe, il intéresse l'Europe,
il intéresse la France. Vous êtes venus nombreux écouter nos chercheurs. Nul doute que cette matinée s'annonce riche en débats. En tout cas, je le souhaite, avec toute la liberté de parole, la liberté de ton qui est aussi la marque de l'INAGI. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que ces expériences internationales nourrissent votre questionnement avant que d'engendrer des réponses. Alors à nouveau, bienvenue. Merci à tous et belle matinée. Bonjour à toutes et à tous. Madame la directrice, merci de vos propos et de nous accueillir pour cette restitution de la matinée Cananex. Je tiens à saluer l'ensemble des participants de cette matinée de restitution, dont la diversité témoigne de l'intérêt suscité par l'objet de la recherche qui nous réunit ce matin. Élus, professionnels du champ sanitaire et social ou de la sphère pénale, représentants des administrations, chercheurs, journalistes, étudiants, militants associatifs. Merci de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Dans quelques minutes, les chercheurs qui ont travaillé pendant 2 ans sur ces questions vous livreront leurs premières conclusions et je ne reviendrai pas sur les lignes de force dessinées par Hélène Cazaux-Charles. Simplement, en préambule, il m'a paru important, en tant que récent directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, de vous préciser ce que ce projet est pour l'Observatoire et la façon dont il nous semble qu'il faut l'appréhender. Depuis plus de 20 ans, la mission de l'OFDT est d'éclairer le débat public sur les drogues et les addictions, sujet régulièrement débattu et ardemment discuté. Groupement d'intérêt public qui réunit la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et 12 ministères concernés par cette action, l'OFDT n'est pas, et de loin, avec une équipe de 28 personnes, le plus important en taille des organismes qui interviennent ou produisent des données sur les problématiques des drogues. Mais nous avons une position originale et cruciale puisque nous sommes en mesure d'appréhender ces questions à travers leurs différentes facettes, sans se limiter à une seule dimension. Notre équipe est ainsi composée de statisticiens et de démographes, de sociologues, de politistes, mais également de médecins et de pharmaciens. Par des enquêtes en population générale, sur les consommations et les opinions, l'examen des conséquences sanitaires, l'étude des trafics ou l'analyse des réponses pénales, l'OFDT constitue donc une bonne documentation de ces phénomènes. En mettant en perspective les résultats de ces travaux, qui portent sur une grande variété de populations, les jeunes, les adultes, et sur nombre de substances, qu'elles soient illicites ou licites, l'OFDT cherche à restituer de la façon la plus rigoureuse possible la réalité des phénomènes des addictions. Notre ambition est toujours la même, et elle rejoint celle de l'INEJ, à partir de ces connaissances validées, parvenir à partager un savoir pour qu'un diagnostic commun de la situation puisse émerger, et que les débats soient ainsi éclairés. Bien sûr, le fait que tous les experts soient en accord sur l'état des lieux n'empêchera pas la confrontation des points de vue, mais il la rendra plus productive car elle aura été objectivée, documentée. C'est à cette tâche que nous attelons depuis 20 ans. Il nous semble que cette action a contribué à ce que chacun ait une meilleure compréhension des enjeux, et je vous invite à ce titre à consulter l'ensemble de nos publications sur notre site. En parallèle à cette mission de documentation du phénomène sur le territoire national, l'OFDT s'est engagé de longue date dans des projets internationaux. En effet, depuis sa création, l'Observatoire est membre du réseau animé par l'agence de l'Union européenne, l'IMCDDA, qu'Hélène Cazaux-Charles a présenté à l'instant. Et donc, nous sommes le représentant de ce réseau de 28 pays de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent la Norvège et la Turquie. Nous collectons des données qui servent ainsi à documenter les indicateurs européens pour permettre des comparaisons sur notre continent, que ce soit sur les questions clés des questions sanitaires ou des niveaux de prévalence, ou selon les substances. Je salue à mon tour Laura Darigo, qui est la présidente du conseil d'administration de l'MCDDA et qui est la conseillère diplomatique de Mildeca, et qui nous fera l'honneur de clôturer cette journée, et c'est important compte tenu des enjeux internationaux traités par cette étude. L'Observatoire s'est engagé depuis peu au sein de projets internationaux, progressivement, en réponse à des appels d'offres européens, mais aussi par des études sur le moyen terme. C'est ainsi que l'OFDT s'est investi aux côtés de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice dans l'étude Canalex, réalisée avec l'appui financier du Conseil supérieur pour la formation et la recherche stratégique. Cette étude Canalex a permis surtout de poursuivre et d'approfondir notre collaboration avec l'INEJ. Les liens étaient déjà forts puisque l'Institut est membre du conseil d'administration de l'OFDT et membre de son conseil scientifique. Je salue Nasser Lalam qui a la double casquette. En outre, l'INEJ participe activement au comité de rédaction de notre publication « Drogue, enjeux internationaux »,
qui, depuis 2011, propose une analyse des questions posées par l'offre de drogue et les trafics internationaux de substances illicites, et qui est pilotée par Michel Gandillon, qui a également participé à l'étude. Enfin, différentes études ont associé nos deux organismes, en particulier celle consacrée au tabac de contrebande menée en 2012, un sujet encore d'actualité. Dans ce contexte, le projet Canalex a permis un renforcement des liens avec cet institut majeur. Et pour revenir à cette matinée de travail, cette analyse comparée des modèles nationaux de régulation du cannabis et leurs effets concrets permet à l'OFDT de poursuivre la logique de son approche pluridisciplinaire et, j'en suis convaincu, d'en démontrer le bien fondé. En documentant différentes questions concernées par les réformes, on a évoqué la mesure des usages, les conséquences en santé publique, les contre-coups sur les trafics et la criminalité, et également les répercussions économiques, Canalex rend compte d'une réalité par nature multiforme, complexe, et, comme on dit en évaluation des politiques publiques, in progress. Encore une fois, comme vous allez le constater, c'est la complémentarité des approches qui permet de mieux cerner ces questions, d'autant plus complexes qu'elles sont nouvelles. Je vous souhaite une bonne matinée de restitution et je vous remercie de votre présence. Monsieur le député, mesdames et messieurs, donc je suis Olivier Caron, directeur général du CSFRS. Et donc, je voudrais simplement rappeler un peu quel est le rôle et l'implication du CSFRS, et un petit peu plus largement ce que fait le CSFRS et pourquoi il est impliqué dans ces projets, dans le cadre de sa mission générale. Alors, dans le cadre de ces appels à projets, de ces procédures normales d'appel à projets, le CSFRS avait reçu en 2014 cette proposition de recherche Canalex, portée par l'INSJ, notre hôte aujourd'hui, dont je salue Madame Hélène Cazot-Charles, sa directrice. Et en effet, cette proposition de travail commun entre l'INSJ et le CSFRS s'inscrit dans le fait que l'INSJ est un des partenaires principaux en matière de recherche et formation du CSFRS. Le CSFRS est, pour rappel, un groupement d'intérêt public qui comprend un collège d'institutions de formation et de recherche, dont l'INSJ, mais aussi d'autres, un collège qui rassemble des représentants de l'État, les services du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, l'Intérieur, l'Environnement, le ministère des Finances, entre autres, et un autre, troisième collège, qui est composé de partenaires privés dans lequel vous retrouvez des grands groupes type EDF, Total, Airbus, toute une série de sociétés qui s'intéressent aussi à la recherche stratégique et qui contribuent au CSFRS dans le cadre de leur intérêt et de leur motivation pour mieux comprendre leur environnement stratégique. Alors, que fait le CSFRS? Il entre dans la vocation du CSFRS de rassembler et dynamiser par son action la recherche stratégique française en croisant les attentes des mondes institutionnels et académiques et du secteur privé, en soutenant des projets novateurs et multidisciplinaires dans l'optique d'apporter un éclairage pour la réflexion sur les politiques publiques. Au-delà du soutien aux projets de recherche, le CSFRS cherche aussi à soutenir le rayonnement de la pensée stratégique française et le rayonnement de la pensée stratégique en France. Et c'est à cet égard que je me permets d'attirer en quelques mots votre attention sur le lancement d'une initiative récente depuis juin 2017 qui s'appelle le site Géostratégia, qui est un portail numérique destiné à valoriser les travaux de réflexion sur les questions stratégiques menés par un large réseau de partenaires, des instituts, des laboratoires universitaires, des think tanks, des revues, en leur donnant un écho complémentaire. C'est donc une logique additive. Donc Géostratégia est donc à la fois un miroir des travaux de réflexion stratégique issus des meilleures sources, un carrefour rassemblant les acteurs de la réflexion stratégique et un relais assumé pour faciliter et synthétiser l'accès aux sources. Alors je me permets, puisque j'ai la parole, de lancer un petit appel, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre d'information hebdomadaire, la newsletter, et mieux encore à devenir directement en ligne membre de la communauté stratégique Géostratégia rassemblée autour de cette initiative. Je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de cette action de soutien au rayonnement de la réflexion stratégique, le CSFRS organise exactement chaque année des assises qui seront sacrées
qui seront consacrés pour l'édition 2017, qui a lieu le 30 novembre, à la question de l'hybridation des menaces, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou dans la sphère politico-militaire. Et là encore, j'en profite de vous engager à vous inscrire à ces assises. Par ailleurs, en matière de formation, le CSFRS a une action destinée à favoriser une acculturation aux questions stratégiques, en particulier, mais pas seulement, auprès d'un public d'étudiants. Et donc un MOOC, Questions stratégiques, a déjà été diffusé à 2 reprises sur le web et fera l'objet d'une version 3 actualisée en vue d'une nouvelle diffusion via la plateforme France Université Numérique à l'horizon du printemps 2018. Pour en revenir au projet Canalex qui occupe les débats d'aujourd'hui, je voudrais souligner que le soutien à ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre des missions de soutien à la recherche du CSFRS. Son financement a été décidé par le conseil d'administration du CSFRS en juin 2004, après un processus d'évaluation et de sélection très strict, processus que nous maintenons toujours avec vigilance et rigueur au niveau des meilleurs standards internationaux. La prégnance des débats relatifs au cannabis dans les divers forats, médias, enceintes spécifiques, parlement, témoigne de l'intérêt que porte la société pour ce stupéfiant qui est de fait largement consommé dans le monde. Et en dépit d'une interdiction inscrite dans les conventions internationales depuis de nombreuses décennies, le cannabis continue de pousser et d'être consommé sous les différentes latitudes de la planète. Les États se conforment à cette prohibition, mais ajustent leurs dispositifs de lutte, tantôt vers le répressif, tantôt vers le soin et la prévention. Et aujourd'hui, certains dirigeants constatent le caractère inefficace de la guerre contre la drogue initiée par Nixon en 1971, suggérant d'expérimenter de nouvelles formes de régulation, parfois allant jusqu'à la légalisation. Ce sont ces expériences récentes qui intéressent et interrogent ce projet de recherche, partant de l'idée qu'il était important de nourrir les réflexions et les chercheurs de connaissances empiriques. D'ores et déjà, le cannabis médical légalisé dans certains États montre des perspectives de découverte médicale. Quant au cannabis récréatif, sa vente libre dans désormais plusieurs États américains laisse entrevoir un marché dynamique où se manifeste de fait une certaine innovation quotidienne. Les répercussions dans les États voisins prohibitionnistes ne manqueront pas de se produire, trafic transfrontalier, apparition de nouveaux modes d'usage et d'outils, à l'instar de la vaporette qui ne se distingue que très peu de celle contenant la nicotine. Et des recherches génétiques donnent lieu à toute une gamme de produits nouveaux susceptibles de se retrouver sur des marchés européens. Autant d'éléments stratégiques que cette recherche n'épuise pas, mais qui appellent certainement d'autres travaux dans la même veine. Donc, comme ça a été rappelé ici, c'est parti de ce constat, et ce constat de fait, qu'il n'y a pas de société sans drogue, qu'il appartient d'en connaître les nombreuses facettes afin de résoudre l'équation de promotion du bien-être et de réduction des coûts sociaux. Le projet de recherche Canalex s'est déroulé depuis l'été 2014 jusqu'à aujourd'hui. Le CSFRS en a assuré l'accompagnement au cours de réunions dites de comité de pilotage qui ont manifestement été bénéfiques au bon avancement des travaux. Ce colloque de restitution, je voudrais en dire un mot, un petit mot, c'est ce que je considère comme un acte de valorisation auprès de tous les porteurs d'enjeux sensibles à cette thématique. Et cet acte de valorisation demeure un élément indispensable à tout projet de recherche. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être témoin d'une telle action devant un auditoire aussi fourni, parce que je voudrais bien que, pour l'ensemble des projets du CSFRS, cette méthode de valorisation devienne une manière de faire habituelle et normale, parce que cela permet de donner le meilleur écho à ces recherches que nous soutenons. Donc, je me réjouis de votre présence à tous ici pour ce colloque de restitution. Je souhaite à toute l'assistance une journée de débat intéressant, productif, et je vous remercie de votre attention.